Bonjour. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour une petite vidéo sur Unreal où on va essayer voilà, de découvrir un peu quelques réglages possibles avec Unreal Engine 4 sur ce genre d'environnement hein, qui est un peu un environnement d'intérieur avec quelques ouvertures quand même, des ouvertures qui vont me servir par exemple à montrer les effets de ouais, un petit peu de light shaft ou de God Rays qu'on va pouvoir générer par exemple avec une directional light. Du coup, ça va nous permettre de découvrir les reflection capture, l'atmosphère, le skylight, la directional light. Je fais un tour rapide, mais voilà, les options ici du world setting pour les light masks, qui est un truc qui est vachement important dans Unreal. Peut-être l'émissive aussi, alors on verra si on a le temps ou pas, mais voilà un petit tour sur les émissives. Le build, avec Swarm Agent, donc ce qui est un peu un outil qui nous permet de suivre comment procède un build dans Unreal. Donc ça nous fait quand même une vidéo qui a pas mal de contenu. On va aussi découvrir un petit peu le Lightmass Volume, les Lightmass Portal. Donc je vous incite à tester ce qu'on va voir ici sur une scène un peu similaire. Donc là moi je me suis pas trop embêté, hein. J'ai construit ça avec des cubes voilà, que j'ai placé un peu partout dans ma scène pour avoir une construction voilà, dans laquelle je peux un peu naviguer, dans laquelle je peux faire des tests de God Rays, des tests de voilà de spotlight aussi, hein, spotlight qui vont peut-être passer par la fenêtre pour lighter, enfin voilà. On va tout de suite commencer. Du coup, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement, j'ai préparé une version de cette scène où il y a strictement rien, donc pas de skydome, pas de lights, rien, pour refaire ça from scratch avec vous du coup et pour que vous puissiez un peu suivre le process step by step. Donc on est parti pour ça. Donc je vais tout de suite aller sur la version de mon niveau où on n'a pas de light. Donc vous voyez là c'est bon c'est noir mais hop voilà il y a ma scène ici et on va pouvoir commencer. Alors du coup Unreal il fonctionne avec un système voilà de light de light map qui sont bakés. Donc on va voir un peu comment ça fonctionne. En gros, quand vous avez une lumière dans Unreal, donc là par exemple je vais mettre une point light, et elle a plusieurs possibilités. Soit elle va être statique, auquel cas en fait c'est une lumière qui est calculée au moment du build. En fait le build qui est en haut ici, c'est le moment où Unreal va computer et interpréter en fait les light maps pour chaque surface. Donc chaque surface c'est en gros chaque objet, chaque polygone il va essayer d'interpréter comment va se présenter la lumière dessus. Et donc ces informations, après, il va les écrire sur des textures qu'on va appeler light map. En fait, chaque objet va recevoir un set de light map sur lequel vont venir s'écrire des informations, des static lights. Donc vous voyez là, en fait, ma light, elle a trois modes, statique, stationnaire ou movable. Et en fait, une lumière movable, qu'on appelle souvent aussi une lumière dynamique par exemple, c'est une lumière qui va pas être calculée forcément au build et qui va cast elle une lumière de manière dynamique. Ce qui pour le moteur est on peut pas mettre une infinité de lumières dynamiques dans une scène parce que le problème c'est que ça va vite surcharger parce que je rappelle qu'on est en temps réel et qu'en temps réel il faut rendre 60 images, entre 30 et 60 images par seconde. Et du coup, si vous avez que de l'éclairage dynamique, ça devient très compliqué, surtout si vous avez des objets qui commencent à être animés, à bouger, etc. La stationnaire, c'est comme en fait dans Unreal quand vous passez votre souris en overlay sur une option, il vous dit ce que fait l'option. Vous voyez, can't move, allow partially baked lighting et dynamic shadow from movable object. En fait, c'est un peu un compromis entre une statique et une movable. En gros, elle peut pas bouger. Elle est partiellement bakée au build, donc il y a une partie de ce qu'elle va générer qui va être écrit en lightmap. Par contre, elle va pouvoir quand même générer des shadows, donc un ombrage sur les objets qui eux vont se déplacer. C'est-à-dire que là, par exemple, si j'ai une lumière stationnaire et que j'ai un personnage qui passe à côté, la stationnaire va pouvoir émettre des ombres dynamiques sur ce personnage. Chose que ne fera pas la statique. Alors, pas la statique. En vrai, c'est compliqué. Unreal est assez intelligent et il arrive quand même à s'en sortir pour faker un ombrage. C'est pas binaire, mais concrètement,
la statique, en fait, c'est le rendering le plus rapide. C'est-à-dire que la plupart de vos lights, genre si vous faites un environnement, 90% de vos lights vont être des lumières statiques, en fait. On va avoir assez peu de dynamique ou de stationnaire. Et chose importante aussi, alors je ne veux pas rentrer trop dans les détails dans cette vidéo, mais si vous faites par exemple de la réalité virtuelle ou de l'AR ou du jeu mobile ou voilà de l'application, des choses comme ça, qui vont pas tourner sur un gros hardware. En fait, Unreal a ses propres setups de rendering et du coup, naturellement, un setup de rendering mobile va supporter beaucoup moins de lumière movable et stationnaire qu'un projet qui lui va être plutôt sur un hardware PC ou console, enfin console nouvelle génération. Du coup, bah voilà, c'est des petites choses à avoir en tête. Donc je vais tout de suite la supprimer et je vais attaquer dans le vif. Alors en fait, on va tout de suite faire la base. Donc en gros, on va poser une directionnelle. Donc une directionnelle, vous allez voir que en gros, vous voyez, c'est hop, j'ai déjà un petit début d'ombrage. En fait, c'est une lumière vous voyez, elle a un vecteur qui est indiqué par une flèche là. Et en fait, bah la lumière c'est comme c'est une source de lumière, genre un soleil, venez caster en fait, enfin émettre des rayons. Et du coup, ben, naturellement, si ça passe par des, moi j'ai fait volontairement une scène qui a pas mal de petites encoches et tout, et là la lumière en fait elle va passer par cette fenêtre et venir se mettre au sol. D'où, et vous voyez, si je change l'orientation, je peux la changer sur l'axe, là je la change sur l'axe X, mais je peux aussi la changer, vous voyez, comme ça. Donc, vous pouvez vraiment la mettre dans le sens que vous voulez la directionnelle. En fait, la directionnelle va marcher en combo avec une skylight. Une skylight qui pour l'instant reste tout le temps. Alors, la directionnelle, j'ai un peu expliqué ce qu'elle faisait. La skylight, elle va éclairer tous les points en fait toutes les surfaces de votre scène de manière un peu équivalente. Alors, de manière vulgarisée, hein, c'est un peu comme si il y allait avoir aucune valeur qui allait pouvoir être en dessous de la valeur du skylight. Mais pour ça, en fait, pour fonctionner, il a besoin bah, vous voyez, d'une source type. En fait, cette source type actuellement, là, il est en train de capturer la scène. Sauf que la scène, comme vous pouvez le voir, elle est plutôt noire, elle est plutôt sombre. Ce qui fait qu'il n'a pas vraiment d'incidence. Donc du coup, pour le faire fonctionner, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir chercher une atmosphère. Par exemple, petite atmosphère. Et là, si j'actualise mon skylight, vous voyez, maintenant le skylight, il prend en fait l'environnement extérieur et il vient le recast. C'est comme s'il venait teinter les surfaces un petit peu, éclairer les surfaces avec une ambiance qui est dans celle de la scène qui capture. Et c'est ici que vous pouvez charger vous-même en fait ce qu'on appelle une specified cube map, ou alors en 3D, en d'autres termes, des fois on va dire un HDRI. Donc c'est une High Dynamic Range Image. C'est une image qui va comporter des informations de lumière pour bah, resimuler un environnement. Donc c'est des choses, par exemple, si je vais sur un site comme HDRI Even, bah, je vais pouvoir trouver des HDRI que Unreal va interpréter comme étant des cubes. Donc je vais pas en utiliser dans ce tuto, mais ça sera peut-être l'occasion d'une autre vidéo. Donc vous voyez, c'est des informations comme ça qui permettent, c'est très bien display sur le site HDRI Even, d'avoir des vraies informations de réflexion et de couleurs d'environnement dans nos matériaux en fait. Donc c'est vraiment très intéressant. Si vous faites du photoréalisme, par exemple si vous faites une scène, je sais pas, de jardin photoréaliste, ça peut être très intéressant de charger un HDRI par exemple de jardin photoréaliste. Nous on va rester sur un truc un peu stylisé, donc là on va pas l'utiliser. Donc là je vais plutôt passer en capture de scène. Là vous voyez que mon sky est en train de récupérer la lumière extérieure de l'atmosphéric fog. Donc ça c'est pas mal du tout. Donc déjà là j'ai un petit setup. Et vous voyez ce petit setup, si direct je viens ici en mode preview faire un build, ben, en fait Unreal il va réussir déjà à me mettre un petit ombrage. Donc un build, en gros, voilà, là je vais un peu le décortiquer les étapes. Pour ça je vais ouvrir ce petit logiciel. En fait quand vous faites un build, Unreal il vous ouvre Swarm Agent, pardon. Swarm Agent, il va fonctionner soit sur votre PC seul, donc là c'est le cas, moi j'ai qu'un seul desktop à la fois, soit en réseau. C'est-à-dire que c'est possible quand vous avez des très très gros calculs à faire, donc là j'ai un tout petit calcul, vous voyez ça va très très vite, ça peut arriver en production que vous ayez des très gros calculs, et dans ce cas-là vous pouvez avec Swarm Agent faire du rendu en réseau. Ce serait peut-être, vous voyez, un onglet network, peut-être l'occasion d'un autre tuto, mais voilà. Et en fait, vous voyez, quand Unreal va build en fait les light maps, il va passer par plusieurs étapes clés. Exporter la scène, catcher en fait, récupérer, commencer à émettre les light mass qui vont me donner des photons. Ensuite, il va les collecter ces photons. Ensuite, il va processer les maps, donc il va enfin en fait il va les importer
les interpréter, pardon, les exporter, après les bake en fait, donc vraiment les écrire en texture sur vos surfaces. Là, ça a été très vite, on a eu un lighting qui a duré, pardon, un build qui a duré que quelques secondes, mais des fois c'est beaucoup plus long. Et là, vous voyez, j'ai ce premier lighting qui est un petit peu, comparé à ce que j'avais tout à l'heure, qui est pas, vous voyez, j'ai beaucoup de bavures ici, ça s'appelle des light bleed en fait. En gros, ce sont des sortes d'artefacts. Alors, j'ai build, vous voyez, en haut de mon écran ici, j'ai un petit onglet build et lighting quality, j'ai mis preview. Ce qui fait que c'est le fastest computation time. Par contre, c'est une quali qui est pas ouf. Alors, cependant, c'est là, n'ayant touché aucun paramètre parce que je suis full par défaut, euh, alors je dis pas par défaut, je viens de me rendre compte que mon World Settings avait déjà des réglages que je vais réinitialiser du coup. Mais du coup en fait, avec, par exemple si je vais faire un build en production, je vais avoir vraiment un résultat qui va être beaucoup plus saisissant avec voilà des light mobs de meilleure qualité qui vont avoir l'air moins bah, voilà avec moins d'erreurs quoi tout simplement. Parce qu'il faut comprendre que Unreal pour rendre, lui il tire des rayons un peu partout et puis il interprète comment interpréter les surfaces. Et du coup, plus je vais lui donner de sampling, donc plus je vais lui donner ce qu'on appelle de l'échantillonnage, plus cette interprétation de lightmap va être précise. Donc justement, moi, là où je voulais vous emmener, en fait, c'était dans ce petit menu qui s'appelle le World Settings. Alors si vous l'avez pas, il se trouve dans Windows World Settings. Donc, voilà, par exemple là il est fermé, hop, Windows World Settings, il s'ouvre. Là on va avoir des informations super intéressantes sur les lightmass. Alors les lightmass, euh, en fait, vont un peu, vous voyez, j'ai pas mal de paramètres qui vont vraiment toucher à la génération des lumières, enfin à la génération un peu du build des lumières. Donc, par exemple, le static level scale, le static lighting level scale, pardon. Le num indirect lighting bound, c'est le nombre de rebonds indirects que j'autorise sur mes lights. Ça, c'est le nombre de rebonds indirects du sky. En fait, il y a vraiment pas mal de paramètres. Indirect lighting quality, vous voyez, qui est un échantillonneur. Il y a pas mal de choses, donc nous on va pas tout toucher, je vais pas passer sur chaque paramètre. Par contre, je vais vous partager un petit réglage que j'utilise pas mal, moi par exemple quand je fais de l'image d'architecture avec Unreal, ou que je vais vraiment chercher par exemple de l'illustration, parce qu'il faut savoir qu'Unreal c'est quand même un logiciel qui permet certes de faire du jeu, de l'application, etc., mais qui permet aussi parfois d'aller faire de la vraie illustration et de la vraie image. C'est-à-dire que si vous êtes un utilisateur de 3D qui fait du final pixel et qui fait pas forcément de l'application jouable ou game ready, ça peut être bah, des fois intéressant d'utiliser Unreal, mais par contre, on va pas le régler de la même manière. Donc là, moi, je vais commencer par le World Settings ici dans les Static Lighting Level Scale. Donc ça, en fait, vous imaginez que Unreal, quand il va interpréter en fait mes light mass et mes light maps, en fait, il va le faire avec une certaine précision. En fait, ce nombre ici, plus il va être bas, genre par exemple si je le mets à 0,4, l'échantillonnage il sera plus précis parce qu'en fait il sera alors il sera plus long aussi, mais il sera sur une zone plus réduite. Et du coup, mon calcul sera bah, plus long mais plus précis, plus efficace. Donc moi c'est une valeur, par exemple quand je tombe en archi, je la tombe des fois à 0,3, sachant que ça vous pouvez aller à l'inverse, par défaut elle est à 1, donc si vous mettez par exemple à 4, vous allez avoir un, un static lighting qui va être moins précis mais qui sera plus rapide à compute. Donc moi généralement je vais sur une valeur comme ça en archi à 0,3. Num of indirect lighting bounce sur num sky lighting bounce, je vais monter à 10-10. Alors ça m'est arrivé des fois de voir en fait ça c'est vraiment c'est une sorte d'échantillonnage du nombre de rebonds qu'on va autoriser en fait sur bah, nos lumières indirectes ou directes. Donc lumière directe par exemple le directional light c'est une lumière directe. Euh, mais vous voyez il a une valeur si je vais dans les détails du directional light il a une indirect lighting intensity. Et en fait, cette indirect lighting intensity, pour fonctionner, elle a besoin de bounce. Parce que ben, par définition, le lighting indirect, c'est ce qui n'est pas direct. Donc le direct, c'est là où la lumière, elle arrive, elle tape immédiatement la surface. Et une fois qu'elle a tapé sa surface, elle rebondit. Elle rebondit et elle continue d'éclairer en fait. C'est comme si elle avait encore de l'énergie. Et vous lui autorisez en fait à avoir. Alors je vulgarise bien sûr. Hein, je vois déjà des tech artistes qui vont lever les yeux au ciel quand je dis ça. Mais c'est une manière un peu d'imager ce qui se passe. Le indirect lighting quality, ça va être une sorte de multiplicateur global. Alors là,
met un warning sur la doc. En gros, setting this higher than one will greatly increase build times. Alors il faut faire attention effectivement parce que ça peut vous rendre des builds très longs, mais par contre ça va globalement augmenter la qualité de votre GI en fait. Donc la GI, si je devais vous la schématiser, c'est comme si faudrait imaginer qu'en fait dans votre scène il y a des sphères un peu partout et que ces sphères en fait elles capturent un profil d'éclairage en fait, un profil d'illumination. En fait, quand une géométrie, du coup, quand elles vont, ces petites sphères, alors faut imaginer, hein, quand elles vont être vous voyez, en contact avec une surface, en fait, elles vont donner à la surface leur information qu'elles ont capturée en fait de comment est éclairé cet endroit-là. Je sais que c'est très vulgarisé, mais il faut imaginer que du coup cette GI, vous pouvez augmenter sa précision en réduisant en fait la taille de ces sphères un peu virtuelles qui sont partout dans votre scène. Et si vous faites ça, en fait, comme chaque sphère sera plus petite, en fait, l'échantillon sera plus grand. Et donc, du coup, forcément, sur une même surface, vous pourrez interpréter bah, plus d'informations, plus de rays. Et du coup, alors c'est pas vraiment des rays, mais vous pourrez interpréter plus précisément l'éclairage global. Et du coup, avoir un calcul plus long, mais par contre, donc un temps de build plus long, mais un éclairage qui est quand même nettement plus précis. Et donc, en fait, ça, c'est l'AGI. Donc, je vais augmenter la qualité de l'AGI. Moi, je le mets à 4, généralement, sur la chaîne Archi. Je vois des personnes, des fois, le mettre à 4, 5, ça dépend. En fait, quand j'écume un peu les forums ou la doc ou YouTube, des fois, je tombe sur des vidéos avec des gens qui vont le mettre plus haut que ça. Moi, honnêtement, enfin, à partir quand même de 4, c'est déjà énorme et je vois plus vraiment la différence après ça. C'est pareil pour les bands, en fait. J'ai déjà vu des personnes mettre un truc de ouf, genre des valeurs 40, 50, etc. Honnêtement, je pense qu'au bout de 10, ça commence déjà à être beaucoup. Donc, je monte très rarement au-dessus, quoi. Et là, on va avoir d'autres paramètres qui sont assez intéressants. Par exemple, la Use Ambient Occlusion, qui est l'ambient occlusion, en fait, c'est quelque chose qui génère les ombres de contact. Là, il y a un super paramètre qui s'appelle Compress Light Maps, qui est super pratique si par exemple vous faites de l'AR ou de la VR ou voilà, du jeu mobile ou des choses qui ont besoin en termes d'hardware d'être optimisées pour vraiment tourner avec un high frame rate. Par contre, sur de l'image fixe, où on va vraiment faire de l'illustration, un beau pixel, voilà, une belle image finie, on peut les activer. En fait, ça va dire à Unreal de pas compresser la lightmap et donc d'éviter de se retrouver, en fait, d'éviter juste de perdre en qualité à cause de la compression. Ici, je vais toucher un dernier paramètre. Alors, on pourrait passer sur chaque paramètre, mais moi, c'est pas mon but, c'est pas de passer 1 heure et demie dans le World Settings. En fait, ici, il y a le Volumetric Lightmap Detail Cells. Ça, en gros, euh, c'est un peu ce que je vous expliquais tout à l'heure avec les, euh, les petites sphères qui vont utiliser AGI. En fait, ça va régler les volumetric lighted detail size qui, en fait, plus seront petites, plus seront échantillonnées, mais par contre, plus seront longues à calculer. Et du coup, alors des fois, ça peut être un peu contre-intuitif parce que c'est quelque chose qui fonctionne à l'envers, en fait. C'est-à-dire que quand on decrease cette valeur, ça augmente la qualité. Mais du coup, faut faire attention. Pour moi, généralement, je mets 75-80. C'est quelque chose qui va me permettre d'avoir un résultat assez convenable sur l'illustration statique. Donc ça, c'est à peu près tout ce que je touche dans le World Settings. Une autre chose qui est super importante, ça va être par exemple, alors en fait dans Unreal, vous avez des reflection capture. Et ces reflection capture, par exemple, là je vais mettre une box reflection capture. C'est comme si je vais me promener ici dans detail, pas dans detail lighting, mais dans réflexion. En fait, vous voyez, c'est c'est comme une caméra qui va un peu regarder le profil alentour de l'environnement pour le recaster dans les réflexions des matériaux. Alors ça peut paraître un peu barbare expliqué comme ça, mais en fait c'est pour influencer un peu la réflexion, la reflectivity et un peu pas l'aspect métallique, mais vraiment les reflets des matières. Donc là, moi, en l'occurrence, j'ai une scène où il y a vraiment pas beaucoup de reflets. On pourrait peut-être en avoir dans l'eau, par exemple. Vous voyez d'ailleurs que quand je bouge ma reflection capture, l'eau se comporte un petit peu différemment. Maintenant, ça se build en fait. C'est un peu comme les lightmaps, genre ça se construit. Et il y en a des box, enfin box, ça veut dire en fait elles sont droites. Il y en a des sphériques aussi.
Il y en a des planards qui sont elles très précises, qui servent à faire des miroirs, qu'on verra peut-être dans un autre tuto, et qui sont vraiment super, mais qui bouffent beaucoup plus de ressources. Donc moi je vais en mettre un peu, voilà, une dans chaque pièce, sachant que bah, des fois elles peuvent être côte à côte. Alors faut pas en mettre 500 000, hein, sinon vous allez avoir des, enfin c'est pas très opti, mais voilà, faut pas les oublier quoi. C'est quand même quelque chose d'assez important. Euh, Ce qu'on va faire tout de suite aussi, c'est bah, ces reflection capture. En fait, si je vais dans le project settings, alors il me semble que moi sur ce projet-là, je les ai déjà modifiés, mais en fait dans le project settings, vous allez retrouver toujours un onglet rendering dans Unreal. Et dans cet onglet rendering, en fait, je vais avoir, bah, vous voyez, là, il y a plusieurs types d'informations. Donc par exemple là, reflection capture resolution. Il y a des chances que, il me semble, vous soyez à 64 par défaut. Moi, je l'ai monté là sur cette scène à 512 pour avoir une bonne qualité de réflexion. C'est peut-être overkill hein, sur une scène comme ça, mais voilà, c'est un petit réglage. Après, si je reste dans ce panneau rendering ici, je vais trouver des choses qui vont peut-être intéresser certaines personnes. Donc, vous voyez déjà les défauts de setting, donc tout ce qui est activé un petit peu dans la scène. Il y a l'auto-exposure quand on va toucher nous autrement en fait grâce à un post-process volume, donc on va la laisser par défaut. Et vous voyez ici, il y a un type d'anti-aliasing. Donc là, si vous voulez par exemple mettre du FXA ou du MSA plutôt que du temporal, eh ben vous pouvez. Donc l'anti-aliasing, c'est un peu, c'est ce qui permet de pas avoir trop de crénelage en fait sur vos lignes droites ou sur vos lignes courbes en termes de pixels. Ça aussi, c'est pareil, c'est quelque chose de pas de forcément d'assez complexe, mais qu'on observe tous dans les jeux vidéo en fait au quotidien ou en fait en image hein, globalement. Un écran, c'est une grille de pixels droit. Et du coup, si vous voulez représenter quelque chose qui est arrondi, forcément, vous devez un peu tricher comme au pixel art. Hein. Et du coup, l'anti-aliasing aide à avoir un résultat qui a l'air smooth en fait, qui a l'air lisse. Ok. Du coup, bah, je vais sortir de ce menu. Et la prochaine chose qu'on va créer, en fait, c'est un post-process volume. Donc, en fait, un post-process volume, c'est une zone. Et cette zone, en fait, alors déjà, quand on la clique, moi je l'appelle ça un PPV, ou on va le renommer, on va l'appeler PPV. En fait, un PPV, ça va être ça va un peu agir comme sur une caméra, c'est-à-dire que dans les caméras d'Unreal, vous avez la possibilité d'aller régler bah voilà, des post-process, donc c'est des passes de rendu. Regardez, je vous montre par exemple un buffer, overview. Vous voyez en fait une image en 3D, elle va toujours être un petit peu décomposée entre bah, plusieurs sous-images. En fait, c'est-à-dire que pour avoir le final pixel que vous avez au milieu, votre moteur 3D il passe par plusieurs passes. Donc par exemple une passe bien connue. Tout à l'heure on regardait la réflexion, mais une autre passe bien connue par exemple c'est l'ambient occlusion, qui reflète les ondes de contexte. Et donc en fait, eh ben sur cette caméra, je peux régler certains aspects de l'image, les blooms par exemple. Je peux mettre des lens flares, je peux mettre un dirt mask, je peux mettre une profondeur de champ, plein de choses. En fait, le post-process volume, lui, il va s'appliquer, il peut s'appliquer en fait en ce qu'on appelle en infinite extent, donc en unbound, si je clique là-dessus. C'est-à-dire que là, mon post-process volume actuellement, même si vous voyez, il a un volume ici, bah en fait, il s'applique à toute ma carte, à tout mon level. Ce qui fait que par exemple, si vous faites une cinématique et que vous contrôlez plusieurs caméras, bah, le post-process volume va vous permettre d'appliquer bah, des post-process sur toutes vos caméras d'un coup sans avoir à les reparamétrer individuellement chacune. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant. Je vais mettre un petit peu sur le côté là-bas. De toute façon, où qu'il soit dans la carte, il va influencer tout le monde. Une chose assez importante que je vais régler, c'est par exemple l'exposure. Donc là, ma caméra, elle fait un peu n'importe quoi. C'est-à-dire que quand je suis dans une zone claire, vous voyez comme ça, elle se règle. Puis si je me rapproche par exemple de cette zone, de cet émissive là, vous avez vu ma caméra, c'est vraiment, c'est ajusté en fait. C'est un peu comme quand vous avez un appareil photo et que vous le mettez en mode réglage automatique plutôt que manuel. Du coup, il va ajuster ses ISO tout seul. Et moi, je veux pas trop que ma caméra elle fasse ça parce que quand je veux faire de l'image, en fait, ça me pose problème parce que j'arrive pas. En fait, moi, je veux travailler un peu ma lumière, je veux travailler mon ambiance et pour ça, bah, j'ai besoin d'avoir une influence sur l'exposition de la caméra. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici dans mon post-process volume et je vais aller dans l'onglet Lens Exposure. Et dans Lens Exposure, déjà, je vais cocher l'exposure compensation et qui permet ici de contrebalancer en fait la lumière, alors qu'il est là qui va quand même se réajuster parce qu'elle est un peu en mode automatique. Vous voyez, j'ai deux paramètres ici qui sont min EV et max EV. Et en fait, min EV et max EV, je vais les mettre à 1,1. Ce qui fait qu'en fait, à partir de là, vous voyez, ma caméra ne s'auto-ajuste plus. Et ça, c'est top. Parce que du coup, ben, je peux vraiment, moi, avoir une maîtrise sur ce que je suis en train de faire. Et du coup, eh ben,
maintenant, si je veux moi régler mon exposition, je peux juste régler ce float ici, cet indice. Dans les minimales, ça va être plutôt sombre. Et dans les maximales, ça va être, enfin, si on va vers les plus, ça va être plutôt clair. Vous voyez, donc là, je peux gérer un peu comme je veux pour créer de l'ambiance hein, dans ma scène. Une autre chose que je vais vraiment régler qui est super importante. Alors, on aura accès à tout ce qu'on veut en fait. Hein. Ici, vous voyez, par exemple, je pourrais régler, si je le souhaitais, la saturation. Vous voyez. Donc voilà, libre à vous après d'y aller un peu comme vous voulez pour créer un peu l'ambiance que vous souhaitez. Mais un autre qui est super important, ça va être en rendering feature, c'est l'ambient occlusion. Et l'ambient occlusion, moi généralement, hop, je vais la mettre sur un radius qui est assez faible en fait. Donc, je sais pas, voilà. Pour avoir, vous voyez, quelque chose ici qui est plus concentré, qui va pas trop baver en fait sur mes surfaces. Même 40 c'est beaucoup en fait. Hein. Donc voilà, vous pouvez la régler. Ça dépend un peu après du style que vous voulez avoir. L'intensité, ça vous permet de la mettre plus ou moins fort. Vous voyez, à 1, c'est très très fort. Moi, je vais pas la mettre à 1. Si vous continuez et que vous faites un avancé, par exemple, vous pouvez encore régler la qualité. La qualité fera qu'elle sera plus échantillonnée, qu'elle aura l'air moins granuleuse. Voilà, ça c'est là-haut. Donc c'est déjà pas mal, il y a pas mal de paramètres différents. On peut passer du temps là-dedans à s'amuser un petit peu. Unreal, il est assez généreux en termes de possibilités. Et du coup, ben, ce que je vais faire, c'est que pour continuer, je vais, bah, ça maintenant, ça marche, j'ai un contrôle sur mon exposition que j'avais pas avant, donc c'est super cool. Je vais placer ce qu'on appelle un atmosphéric volume pour avoir, par exemple, tout à l'heure dans ma démo, je montrais un petit peu des light shafts. Donc c'était des effets un peu de lumière volumétrique qui passaient ici par mon toit, par exemple. Donc pour ça, je vais créer par exemple là un height exponential fog. Donc le height exponential fog, vous voyez, c'est une sorte de brouillard. Si je le mets à 10 par exemple, et je ne vois plus rien. Donc il se met un peu partout sur ma scène. Faut pas hésiter des fois, vous voyez, à mettre des valeurs à la main parce que bah, Unreal il vous permet pas forcément de, vous voyez, si je fais juste glisser le potard, il va jusqu'à 0,05, après il bouge plus. Donc là, cette valeur en fait, moi je vais m'en servir, je vais aller un petit peu en bas, je vais cocher volumetric fog. Et ça en fait, vous voyez, volumetric fog, ça a pour effet, bah, en tout cas là en fait, il considère que ma directionnelle, eh ben, elle caste bah, vraiment dans le brouillard comme si c'était des light shafts. Et vous voyez qu'en fait là cette sorte de brouillard, déjà je peux le gérer avec bah, ma fog density. Genre si elle est plus épaisse, bah forcément les light shafts sont plus épais. Donc là on va pas chercher quelque chose d'abusé non plus. J'aime bien comme c'est un tuto vous montrer qu'on puisse bien les voir. Et après vous c'est à vous dans votre scène de régler ça correctement. Mais ce que je vais faire par-dessus ça en fait c'est pour vous montrer c'est que par exemple si je vais dans la directionnelle et que je viens paramétrer la volumetric scattering intensity, vous voyez en fait je peux augmenter la capacité de ma lumière, qui est ici du coup une directionnelle, à influencer le fog, le height exponential fog. Et donc ça va marcher avec n'importe quelle lumière. C'est-à-dire que par exemple, si je crée une spotlight, je crée une spotlight. Et je vais dire, par exemple, que, alors je vais baisser un peu pour qu'on voit moins l'effet de celle-ci. Voilà, je vais le mettre à 0 par exemple. Donc là, je l'ai totalement killé, elle n'envoie plus d'informations dans le volumetric fog. Et j'ai perdu mon spotlight. Voilà, il est ici. Donc multi-spotlight, si je me mets ici à lui balancer du volumetric scattering, est-ce qu'on va pouvoir bien l'observer? Voilà, hop. Vous voyez, la lumière passe vraiment en fait dans le brouillard. Et ça en fait voilà, bah, c'est vraiment, vous pouvez gérer ça sur toutes vos lumières. Par contre attention, vous voyez, hop, je vais passer à travers le... Autant la directionnelle, elle faisait bien attention aux différents volumes et elle faisait vraiment un travail qui était super intéressant sur les God. Autant là, mon spotlight il traverse le mur. Donc ça, il faut faire très attention parce que vous avez vite des incohérences de lighting en fait. Moi, je vais laisser sur un petit 1, voilà, parce qu'on s'est fait plaisir, parce que c'était cool. Donc ça, maintenant, vous savez un petit peu paramétrer et faire surtout un super fog avec des super God Rays. Ce que je vais maintenant faire, c'est aller, en fait, setuper ce qu'on appelle un light mass importance volume. Donc le light mass importance volume, en fait, c'est quand vous avez par exemple une grande scène ou voilà, c'est un volume au sein duquel on va enfin, computer le rendu en priorité quand on va build. Et du coup, c'est comme si en fait vous allez définir un petit peu la zone d'importance de votre scène. Et ça, du coup, il faut pas oublier de le faire en fait, parce que c'est notamment quand vous avez des grandes scènes, ça devient vraiment crucial.
Je vais essayer de partir sur du, je crois que c'est très grand, 4000 par 4000. J'ai fait vraiment un truc de ouf, je vais un peu le baisser. J'ai mis un peu trop de zéro, je pense. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai ma petite zone. Alors, je vais lui augmenter sa taille. Genre sur Y, on va se mettre un petit 3000, je pense. Voilà. On va dire que ma zone principale, c'est le principe, c'est le bloc là. Et en fait, pour aider un petit peu les photons à aller vers l'intérieur, alors par contre, en fait, je trouve vraiment le fog beaucoup trop fort. Je vais le baisser un petit peu parce que il est vraiment balèze et c'est pas très sympa. Je vais passer sur quelque chose comme ça. Ah oui, j'ai pas montré, mais on peut changer la couleur hein, de ce fog, vous voyez, si on veut vraiment créer une ambiance particulière. Alors là, bon, il est quasiment invisible, donc ça se voit plus trop, mais sachez que c'est possible. Pour aider un petit peu les photons à passer par les fenêtres, ce que je vais faire, c'est des Lightmass Portal. Et en fait, les Lightmass Portal, vous les mettez à peu près, alors mettez-les pas dans vos fenêtres, mais mettez-les un petit peu comme ça en bordure, vous pouvez les scale, pour qu'ils prennent plus la zone, en fait, qu'ils englobent vraiment vos ouvertures et vos fenêtres. En fait, eux, alors je vais vulgariser, peut-être qu'il y a un tech artiste qui va me dire non, tu dis n'importe quoi, c'est pas ça qui se passe, et je serais très heureux de qu'on me corrige du coup. Mais en fait, ça va un peu faciliter le passage des photons. Alors, c'est un truc qui est souvent utilisé en 3D, en fait, le portal. Le Sky Portal, des fois, ça s'appelle comme ça, genre sur certains moteurs de rendu. Et bah, souvent, c'est assez important quand on fait de la scène d'intérieur, en fait. Enfin, c'est moins important sur une scène d'extérieur. Donc là, bon, je vais un peu pinailler. Enfin, vous pouvez être beaucoup plus précis vous si vous faites des. Là, c'est pour un tuto, donc je veux pas passer 6 mois dessus non plus. Mais n'hésitez pas, voilà, à être généreux et à bien doser en fait vos lightmass, pardon, oui, votre lightmass portal. Vous voyez, par exemple, là, je vais avoir une grosse ouverture en haut là. Ben, on va mettre un lightmass portal dessus. Voilà, donc vous pouvez le scale. Hein, depuis tout à l'heure, je fais du scale là-dessus. Hop là, un petit peu de scale. Parce que vraiment, en fait, ça va prendre les photons, ça va les ramener vers la zone en fait où bah, il y a des interstices en fait. Donc souvent, par exemple, sur une scène d'archi, on va le mettre dans les fenêtres, dans les portes, dans les ouvertures, donc dans les arches, dans toutes ces zones. Alors je pourrais continuer, mais je veux pas passer tout le tuto à faire ça. C'est juste pour vous montrer que ça existe. Donc ça, c'est super intéressant aussi à utiliser. Ce qu'on va faire, c'est que je vais descendre ici. Je vais baisser un petit peu la lumière, genre je vais mettre un truc à 0,05. Lui, je vais le baisser aussi à 0,15 par exemple. On va se faire un petit build en preview pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Euh, on va se faire un petit build. Alors, je vais en profiter peut-être pour montrer le petit matériel d'émissif pendant que ça build. Mais en gros, hop, vous voyez le petit matériel d'émissif, c'est très facile à faire. Vous prenez ici une constante 3 par exemple, ou un vecteur paramètre. Vous lui donnez une couleur, ici à gauche là, vous lui donnez une couleur. Et après, en fait, vous venez juste le multiplier par une valeur. Ah, ça build, alors forcément il a des casses, mais par une petite valeur, ce qu'on appelle un scalar, ce qui ici scalar paramètre. Et en fait, la puissance du scalar va définir la puissance de l'émissive. Vous le pluguez comme ça en emissive color, et ça, bah, ça vous fait des jolies sphères. Moi, je suis absolument fan. Après, vous pouvez en plus les amplifier en utilisant genre des effets de bloom, par exemple, dans votre caméra. C'est ce que je le ferai. Mais voilà, c'est quelque chose d'intéressant. Alors là, vous voyez que je me retrouve avec un lighting qui est super sombre. Et du coup, on va un peu l'augmenter quand même parce que là, il fait vraiment très très noir. Donc, je vais passer plutôt sur du. Alors, ça, c'est un peu le travail par tâtonnement. Il faut trouver un peu son réglage. Moi, je vais essayer un peu d'aller chercher. Voilà, et je vais pouvoir commencer à augmenter l'indirect lighting intensity. En fait, c'est ce qui va donner un peu d'énergie à ma lumière pour rebondir et donc pour créer un petit peu, pour lighter un peu plus. Donc lui, je vais le laisser à 0,15. Je vais juste monter la directionnelle. Vous voyez, je l'ai mise à 10 maintenant. On va rebuild. Et alors, on devrait déjà peut-être un peu mieux décomposer sur Magent au moment où où il y a le build. Alors, il va sûrement y avoir des petits messages d'erreur. Il faut pas s'inquiéter, hein, c'est normal. Ah putain, c'est allé vachement vite quand même. C'est allé très 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 vite. Je pense que ça va peut-être monter un peu la qualité du build, mais hop là, je vais cancel l'autosave.
Donc là, vous voyez, ma scène elle est beaucoup plus, enfin là c'est beaucoup plus puissant. Pourtant j'ai que monté, je suis passé juste à 10, hein. Je vais rebaisser l'indirect lighting intensity pour voir l'incidence que ça a sur ma scène. Donc là je rappelle, j'étais à 4 ou 5 en indirect lighting intensity et là je viens de la baisser à 1. Et on va voir un petit peu ce qui se passe. Alors c'est du tâtonnement, c'est-à-dire que quand vous allez faire du lighting, le but c'est pas de récupérer des valeurs que vous avez vues sur internet ou sur un tuto ou ailleurs. C'est vraiment d'essayer de vous modifier un petit peu vos valeurs pour trouver quelque chose qui est cohérent en fait avec ce que vous voulez faire. Vous voyez là, en ayant réduit un peu le nombre de l'indirect lighting intensity, en fait, je me retrouve avec une lumière qui a la même intensité, mais qui éclaire quand même beaucoup moins le reste de la scène. Donc il faut faire attention avec ces paramètres, genre commencez pas à mettre des trucs, enfin si vous mettez genre 40, bah, votre scène, regardez je mets 40, j'ai build, la scène elle va probablement être toute blanche en fait. Parce que l'indirect lighting il sera vraiment trop fort. Donc ça il faut un peu faire attention à comment vous le réglez et je vous conseille de toujours un peu régler une light à la fois plutôt que de faire un 4, 5, 6 lights en même temps parce que souvent c'est assez dur de contrôler ce qui se passe si on fait ça. Regardez. En fait là il y a tellement d'énergie qui vient des rebonds que j'ai une scène qui est totalement cramée, qui est toute blanche. Je vais remettre quelque chose d'assez bas, genre 1,5 avec peut-être une lumière un peu moins forte. Genre par exemple 2 avec une lumière qui est 2 fois moins forte. On va voir un petit peu l'ambiance que ça nous crée. Et là, en fait, vous êtes déjà pas mal. C'est-à-dire qu'on a vu un peu les world settings, on a vu le build, on a vu un peu le skylight, on a vu la réflexion de capture, on a vu vraiment plusieurs choses. Et déjà, avec ce petit setup de base, vous pouvez commencer à faire des choses qui sont qui peuvent être un peu propres. Alors là, on va quand même continuer d'essayer d'améliorer cette chose parce que, hop, vous voyez là, ça c'est compute. Moi, j'étais un peu sur, je regardais, je suis, putain, c'est vachement low. En fait, ça c'est compute et ça va un petit peu mieux. Et en fait, alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans Unreal, oula, mais là j'ai quelque chose qui est absolument infect ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque surface, par exemple là-bas cette surface, en fait, on peut lui forcer ici une résolution de lightmap. Donc, si par exemple je double-clique sur cet asset ici, toutes les instances de cet asset-là, je peux leur dire, bah voilà, vous avez une lightmap résolution par exemple de 512. Qui est donc plus grand que 64. Donc la lightmap résolution, en fait, c'est ce que j'expliquais un peu tout à l'heure. C'est ce qu'utilise Unreal pour écrire ses ombres. Alors là, pour voir, parce que vous voyez, il y a beaucoup d'artefacts, il y a beaucoup de taches blanches qui sont très gênantes. En fait, je vais essayer de monter un petit peu je vais aller dans le World Settings. Je vais monter ici le Packet Light and Shadow Map Texture Size. Je vais mettre à 2048. Alors, je vais laisser une valeur qui est carré, qui est square. Et ce que je vais faire, c'est que le prochain build que je vais faire, je vais le faire plutôt sur par exemple sur du medium ou sur du high, juste pour voir la différence. Donc ça va prendre peut-être un peu plus de temps, mais j'aurai peut-être un résultat qui sera un peu plus intéressant. Donc je vais juste ellipser le temps de build pour pas que vous vous ennuyiez. Donc voilà, j'ai effectué mon petit build. Et voilà, ça a build. Alors, il y a toujours des problèmes de shadowing. Alors, on verra dans une prochaine vidéo un peu comment améliorer. En fait, vous voyez sur mon directionnel, je vais avoir énormément de paramètres qui sont relatifs aux ombres. En fait, le shadow bias, le specular scale, ouais, il y en a vraiment plusieurs. Je pense que ça pourrait être intéressant de faire une vidéo complète sur juste les shadows qui sont cast parce que ça augmente vraiment grandement. Donc, je pense que ça viendra en seconde partie en complément de cette vidéo. Mais en fait, ce que je vais faire maintenant, moi, c'est que je vais essayer voilà, de jouer un petit peu avec quelques point light, peut-être de régler un petit peu ma lumière pour faire quelque chose de plus intéressant que ça, parce que là, tout est très blanc, tout est terne, très terne. En fait, avant de faire plutôt un test de production build là, pour avoir des informations voilà, une meilleure qualité de lighting. Donc, ce que je vais faire, ce que j'ai un petit peu réglé, donc je pense ma directionnelle, voilà, je vais la réorienter comme ça en fait. Alors pourquoi? Comme ça, vous voyez, ça m'a enlevé la grosse trace. Je limite un peu la casse en faisant ça. J'ai des ombres beaucoup plus simples au sol et du coup, elles sont un petit peu moins affreuses. Donc ça, c'est de la triche, hein, très clairement, mais on verra. Alors, vous pouvez aussi, vous voyez, j'aurais pu, par exemple, hop, changer. Si vous voulez vraiment des ombres différentes, hein. Moi, je vais rester comme ça me plaît pas mal. On va réguler l'intensité. Je vais vraiment, en fait, j'ai envie de faire un lighting qui est un petit peu,
quand même un petit peu sombre en fait, qui est sympa, qui est contrasté, quoi, qui est pas juste équivalent partout, tout blanc. Parce que trop souvent, c'est un peu ce qu'on voit. Alors, il est assez bas quand même déjà mon skylight. Enfin, je sais pas. Là, j'ai énormément baissé la direction. Alors peut-être que ça vaut le coup que je le remonte un petit peu. Éventuellement, aller chercher ici une indirect lighting intensity 2. Mon fog. Alors, je vais me permettre de vous montrer un autre truc, hein. Je vais supprimer l'atmosphérique fog. Et à la place, en fait, on va aller chercher, vous voyez, dans Unreal ici, quand vous faites View Options, vous arrivez sur ce petit menu où il y a Show Engine Content. En fait, ici, alors peut-être que c'est un truc que vous avez remarqué et que vous aviez pas dans votre... alors, faut cliquer, faut cocher, vous voyez, ça l'affiche. Parce qu'il y a pas mal de contenu sous cache en fait. Et en fait, dans le contenu sous cache, vous avez un truc super qui s'appelle le Engine Sky. Et là, vous pouvez mettre une vraie BP sphère. Et vous voyez, c'est un autre, c'est différent de l'atmosphère en fait. C'est assez sympa. Moi, je l'aime bien. Et je vais actualiser ma sphère de capture ici. Hop, tac, tac. Ouais, donc j'ai une teinte un peu plus orangée qui est un peu plus sexy. Euh, et je vais en profiter pour régler un petit peu mon fog. Voilà, je vais mettre un peu plus fort. Un peu plus fort et alors, est-ce que ça passe tout le temps là-dedans? Alors, je me souviens plus de ce que j'avais mis ici sur ma light. Peut-être je vais remonter un petit peu cette valeur ici de volume pour voir un petit peu mieux mon brouillard. Et j'ai probablement ici le scattering m'a l'air pas mal à 0,2, hein. Ça m'a l'air ok. Déjà, on verra au build à quoi ça ressemble de toute manière. On verra au build. Et je vais. C'est déjà pas mal. Je pense qu'on va ajouter, vous voyez, dans les sphères, là, ce qu'on pourrait faire, c'est mettre des point lights pour tricher un petit peu. Hop. Parce que là, on a un émissif, ça génère de la lumière. Mais peut-être que, voilà, je peux peut-être venir ici, mettre une lumière un petit peu bleutée pour un peu renforcer l'effet qu'elle va avoir la sphère, en fait, la petite émissive. Hop là. Est-ce qu'elle est bien dedans? Ouais, ça m'a l'air ok. Et du coup, on va pas la mettre très forte parce que la 8, ça va juste être énorme. Par contre, on va lui mettre peut-être un petit peu d'intensité d'indirect. On va monter un petit peu ça. Et ça m'a l'air pas mal. Alors, vous voyez, sur ma sphère ici, il y a un radius. En fait, moi, j'aime bien le mettre un peu élevé comme ça. En fait, la lumière qui va partir du centre, elle sera très impactante. Et plus je vais m'éloigner du cercle, plus je vais me rapprocher en fait du bord, moins la lumière va être forte et du coup ça fait un joli dégradé la plupart du temps. Donc là on va voir ce qui se passe. Je vais refaire un petit build en médium. Je pense pas que ça prenne trop longtemps non plus. Je devrais avoir quelque chose quand même qui est assez sympathique. Donc voilà, après je veux pas m'éterniser trop sur cette vidéo non plus, donc je pense que je vais en arrêter là pour aujourd'hui, puis on fera une session complémentaire vraiment pour les shadows en fait. Ça vaut vraiment le coup de voir ça, parce que souvent sont trop brouillons, et ça fait pas triple A, quoi. Ça permet pas d'obtenir une image qui est incroyable. Donc là, je vais laisser build, peut-être je vais avancer la vidéo pendant que ça build. Je vais avancer un petit peu pour pas que vous ayez trop longtemps à attendre. Hop. Je suis reparti sur l'enregistrement. Donc, vous voyez là, j'ai encore ces ombres qui sont vraiment pas très belles. Alors que ici, c'est censé être des formes plutôt sharp. Mais par contre, voilà, au niveau de l'ambiance, on va dire générale de la lumière, voilà, j'ai des transitions quand même qui sont assez smooth entre les blancs et les valeurs hautes et les valeurs faibles en fait, avec un bon contraste entre, vous voyez, mon intérieur et mon extérieur, qui peut être intéressant en fait. Puis voilà, enfin, voilà, je vous laisse apprécier. En fait, déjà de base, on va dire que c'est une partie 1, une base de lighting quoi, à blanc. Si je mets en mode detail lighting, voilà, j'ai une base de lighting. Vous n'avez pas encore un lighting final triple A, mais c'est déjà une petite base qui permet de travailler. Mais là, vraiment, la prochaine étape qu'on va voir, ça va être comment corriger ces choses-là, comment corriger ces ombres, parce que c'est pas ouf. Et ben voilà, merci. Ben, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo qui est déjà assez longue comme ça. Et je vous dis à très vite pour la suite. Ciao.